Le récent rebranding centriste de notre ami Academic Agent a attiré mon attention. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Academic Agent, également connu sous son nom Nima Parvini, est un universitaire anglo-iranien très actif sur YouTube et particulièrement prolixe en matière d'analyse politique. L'un de ses récents livres, The Populist Delusion, est à recommander aux lecteurs désireux de bénéficier d'une bonne synthèse de la théorie italienne des élites, laquelle permet notamment de s'émanciper des mythes démocratiques encore tellement courants dans une bonne partie de la nouvelle opinion publique. Academic Agent n'est malheureusement pas catholique et il est évident que son approche évolienne des choses est plus que problématique et le conduit parfois à commettre des erreurs fatales. Cependant, lui et son cercle d'amis apportent souvent des observations philosophiques et politiques extrêmement utiles et tout à fait en phase avec notre doctrine politique. En particulier, Academic Agent a développé une nouvelle approche visant à positionner correctement un discours politique donné et à le rendre non seulement intelligible, mais aussi respectable et entendable auprès des publics cibles utiles à l'avancement d'une cause politique donnée. Cette stratégie consiste donc à renoncer aux appellations et aux positionnements extrêmes ou dissidents et à se définir comme étant centriste. Cette nouvelle approche n'a cependant rien de nouveau pour nous. Il y a déjà quelques mois, dans des émissions focalisées sur les questions politiques, notamment dans le cadre des élections présidentielles en France, j'avais déjà rappelé que les victoires politiques, tout spécialement dans notre pays, se réalisaient précisément au centre. De plus, il va de soi que les catégories de droite et de gauche ne nous conviennent pas la plupart du temps, surtout quand on connaît les origines de ces catégories dans le paradigme politique actuel. Toutefois, par la force des choses, nous nous sentons naturellement davantage de droite, ne serait-ce que par opposition aux idéologies de gauche, et dans tous les cas, quiconque entend aujourd'hui notre discours politique aura naturellement tendance à nous classer dans cette catégorie, voire même dans la catégorie extrême droite, que nous le voulions ou pas. D'un autre côté, nos oppositions ne se limitent pas à la gauche politique partisane, mais aussi à une bonne partie du spectre politique de droite, qu'il s'agisse de la droite libérale républicaine incarnée par les Républicains ou qu'il s'agisse des différentes composantes de la droite nationale, principalement incarnées aujourd'hui par le Rassemblement national et par Reconquête. Nos principaux reproches envers ces mouvances sont qu'elles ont largement adopté les principes philosophiques subversifs qui parasitent la nation française depuis de nombreuses décennies et qu'elles continuent de le faire au détriment de toute cohérence politique. C'est pourquoi, si nous nous opposons évidemment à la gauche radicale et à ses idéologies, nous refusons également d'être assimilés totalement à cette droite opportuniste, ringarde et malaisante qui n'est conservatrice que lorsqu'il s'agit de conserver et de promouvoir les victoires idéologiques et culturelles de la révolution philosophique et anthropologique. Mais tandis que le parti Reconquête d'Éric Zemmour a tenté d'appliquer une stratégie ouvertement droitière avec son concept d'union des droites, le Rassemblement national, dans son process de dédiabolisation, développe depuis de nombreuses années un discours ni droite ni gauche, typiquement en usage chez les souverainistes, consistant à prendre exemple sur la troisième voie gaulliste, c'est-à-dire à se situer au-dessus des partis. Et il faut dire que, fondamentalement, cette approche est la bonne et qu'elle correspond basiquement au positionnement traditionnel du catholicisme social. Nous ne saurions être assimilés à la droite néolibérale ou néoconservatrice qui sacrifie l'éthique et la justice sociale au profit d'illusions économiques, sécuritaires et diplomatiques qui se sont toujours achevées dans la trahison la plus totale. Et nous ne saurions encore moins être assimilés à la gauche radicale et socialiste qui falsifie par nature toutes les saines notions de liberté, d'équité, de justice et de citoyenneté au profit d'illusions idéologiques qui terminent systématiquement en catastrophe socio-économique. Notre positionnement peut se résumer dans cet extrait de Rerum Novarum du pape Léon XIII. Citation : « Il importe au salut public et privé que l'ordre et la paix règnent partout, que toute l'économie de la vie familiale soit réglée d'après les commandements de Dieu et les principes de la loi naturelle, que la religion soit honorée et observée, que l'on voie fleurir les mœurs privées et publiques, que la justice soit religieusement gardée, et que jamais une classe sociale ne puisse opprimer l'autre impunément, qu'il croisse partout de robustes générations capables d'être le soutien et, s'il le faut, le rempart de la patrie. » Fin de citation. Donc, ordre,
paix, famille, patriotisme, religion, loi naturelle, décence commune, liberté morale, justice sociale, progrès organique. Voici en quelques mots le programme politique catholique résumé. Énoncé de cette façon, aucun citoyen honnête, ordinaire et à l'esprit bien disposé ne s'opposerait à un seul de ces principes, et tous ces citoyens, qu'ils soient de gauche ou de droite, doivent reconnaître que ce sont là des principes objectivement bons pour l'individu comme pour la société. Bien sûr, malheureusement, il y a dans cette liste, et vous l'avez compris, au moins un principe auquel s'opposera probablement le contemporain moyen, et c'est le principe religieux, et par extension également celui de la loi naturelle. C'est pourquoi, en s'attaquant aux anciennes monarchies, la Révolution ne s'est pas tant attaquée au monarque lui-même, ni même à la monarchie en tant que modèle politique, mais bien davantage à la religion chrétienne sur laquelle ces anciennes monarchies s'étaient constituées. En particulier, c'est au principe fondateur du gouvernement et des lois que la Révolution s'est attaquée, en imposant à la société cette inversion fatale consistant à faire dériver l'origine du pouvoir, des lois et des libertés à partir de faux principes tels que cette notion détournée de la souveraineté populaire, mais aussi du positivisme et du libéralisme philosophique, tandis que l'Ancien Régime, malgré ses nombreux défauts, faisait dériver l'origine de son pouvoir à partir de la loi divine et de la loi naturelle. Cette inversion funeste explique en grande partie la désacralisation des fonctions régaliennes, ainsi que l'atmosphère de confusion, de chaos et de corruption qui semble constamment caractériser les démocraties parlementaires modernes. Léon XIII enseigne ainsi dans Diuturnum illud, citation, « Refuser de rapporter à Dieu, comme à sa source, le droit de commander aux hommes, c'est vouloir ôter à la puissance publique tout son éclat et toute sa vigueur. En la faisant dépendre de la volonté du peuple, on commet d'abord une erreur de principe, et en plus de cela, on ne donne à l'autorité qu'un fondement fragile et sans consistance. » Fin de citation. Ainsi, la Révolution ne s'est attaquée à la monarchie que par accident, tandis qu'elle attaquait essentiellement le catholicisme et l'influence déterminante que le catholicisme avait alors dans les principes fondateurs du pouvoir politique. Ce fut là l'une des principales motivations des révolutionnaires pour renverser l'ordre monarchique, à savoir détruire le trône pour détruire l'autel. En associant la sainte religion catholique à l'ordre prétendument tyrannique qui était celui de l'Ancien Régime, la Révolution a donc progressivement instillé dans la population non seulement la croyance en l'origine populaire du pouvoir politique, mais surtout l'indifférence, voire la haine envers la religion catholique, ainsi qu'envers tous les principes naturels et moraux qui en découlent. La dernière grande révolution de notre temps, c'est-à-dire celle de Vatican II, acheva d'intégrer ces croyances fausses et nuisibles dans l'esprit des catholiques eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, il en résulte aujourd'hui que notre positionnement politique est rendu difficilement audible ou difficilement communicable auprès des masses, y compris auprès des publics les plus proches de nous, en raison notamment de la dimension religieuse et morale de notre doctrine. Alors, est-ce que cette difficulté est pour autant insurmontable ? Eh bien, pas du tout, je ne le crois pas du tout, car ce serait alors croire que les individus comme la société, sont définitivement perdus dans leur ensemble, et ce serait également croire que nous devrions, nous, renoncer à nos devoirs de citoyens catholiques au sein de cette société. Mais donc, pour revenir au sujet principal de cette émission, nous définir ou nous redéfinir comme centristes, comme modérés, ce que nous sommes fondamentalement, est-ce que cela suffirait à nous rendre plus audibles, ou en tout cas plus acceptables, au sein du débat public ou de l'arène politique ? Alors oui et non, puisque évidemment les choses sont loin d'être aussi simples. Car en effet, où est le centre aujourd'hui ? Et d'abord, qu'est-ce que le centre ? Alors le centre ou le centrisme prend des définitions très différentes en fonction des pays, des époques, des circonstances, mais se signale généralement comme une position défendant un équilibre entre l'idéal égalitariste, que j'appellerais plutôt la justice sociale, et la nécessité d'une hiérarchie sociale entre l'interventionnisme de l'État et le laisser-faire économique, et aussi un compromis donc entre le progressisme et le conservatisme sur le plan social et culturel. Donc ça, c'est une citation basique que j'ai prise sur Wikipédia. Donc en clair, on n'a rien dit, on n'a pas dit grand-chose quand on se déclare centriste, étant donné qu'il existe des tendances
très diverses, de centre-droit, de centre-gauche, avec des positionnements sociodémocrates, sociolibéraux, radicaux, ou encore les fameux démocrates chrétiens. Alors, en ce qui me concerne, en tant qu'Alsacien de vieille famille rhénane, eh bien, le terme de centre renvoie pour moi, et surtout ici en Alsace, pour ceux qui ont encore un peu de culture, eh bien, renvoie avant tout au Zentrum, c'est-à-dire le grand parti catholique allemand qui s'était formé donc, en 1870, principalement dans l'opposition au Deuxième Reich allemand, donc, qui était à l'époque protestant et libéral, donc sous l'influence notamment de Bismarck avec le Kulturkampf. Donc, le centrisme catholique allemand originel correspond en fait à la définition du centre tel que nous l'adoptons sur le plan doctrinal aujourd'hui, à savoir un parti catholique militant pour l'ordre, pour les justes libertés économiques, pour le respect de la religion, de la morale chrétienne, la justice sociale, et aussi donc pour un protectionnisme souverain. Et d'une certaine manière, le centrisme catholique allemand de cette époque peut être également assimilé donc aux catholiques sociaux français du XIXe siècle. Et c'est d'ailleurs sous l'impulsion de ces forces politiques chrétiennes que de grandes avancées sociales furent accomplies en France comme en Allemagne à une époque où la classe bourgeoise républicaine, alliée à la haute société libérale, provoquait par ses excès la montée en puissance du socialisme et du communisme. Mais sur un plan plus strictement politicien, ce qu'on appelle le centre est de nos jours en réalité la définition même du pouvoir, ou plutôt du régime. Et ceci est particulièrement vrai dans nos démocraties libérales, bien qu'il s'agisse en vérité d'une constante des sociétés humaines. En effet, la société des citoyens ordinaires, dans sa majorité, est relativement peu investie dans les questions politiques. Elle est peu idéologisée et elle dispose à cet effet d'une vision généralement limitée des grands enjeux parlementaires, économiques, sociaux et diplomatiques. Cette vision est de nos jours d'autant plus limitée, ou du moins déformée, par les canaux d'information et de propagande du régime, dont la fonction est essentiellement de maintenir la confiance qu'entretiennent ces populations envers le régime et ses narratifs. Alors rappelez-vous tous ces principes dont nous avons parlé tout à l'heure, et à quel point ils mettent d'accord l'ensemble de la population lorsqu'on les énonce simplement. Ordre, justice, paix, etc., etc. Ces principes sont donc constamment utilisés par le régime, et je dirais par toutes sortes de régimes depuis longtemps, pour maintenir la confiance au sein des masses. Toute la question, c'est de savoir, et plutôt de s'assurer, que ce régime, par sa constitution ou par la composition de sa classe dirigeante, est véritablement capable ou a véritablement la volonté de faire de ces principes une réalité vécue dans l'ordre public et privé. Quoi qu'il en soit, c'est largement sur la base de ces principes que l'opinion publique, en dépit des influences diverses auxquelles elle est soumise, nécessairement, que ce soit aujourd'hui ou hier, eh bien c'est sur la base de ces principes que l'opinion publique fonde généralement son appréciation et son jugement en ce qui concerne le choix d'un candidat ou d'un parti. Raison pour laquelle la grande majorité de la population se détourne généralement de ce qu'elle perçoit comme étant des positions extrêmes, à tort ou à raison. Ce sera à raison lorsque, par un mouvement sain de l'instinct ou de la raison naturelle, eh bien la population va rejeter, par exemple, des propositions excessives ou farfelues. Et ce sera à tort lorsque, par un mouvement, au contraire, donc désordonné de l'instinct ou de la raison, eh bien la population va adhérer à des propositions immorales et néfastes pour l'ensemble du corps social, à court ou moyen terme. Donc, comme nous l'avons dit, le pouvoir se trouve au centre. Et comme le veut le dicton politique bien connu, c'est au centre que se gagnent les élections. Cependant, le centrisme, selon le contexte et la configuration politique du moment, n'est pas nécessairement synonyme de modération, d'équilibre et d'élévation au-dessus des passions partisanes. Et nous en voyons la démonstration sous nos yeux depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Son parti, LREM, donc qui est devenu aujourd'hui Renaissance, est la définition parfaite de ce que nous appelons l'extrême centre. Les commanditaires et communicants d'Emmanuel Macron, conscients de la fin du vieux paradigme gauche-droite ainsi que du discrédit général de l'ancien système bipartisan UMPS, comprirent en 2017 qu'il fallait adopter un positionnement centriste, non seulement pour s'assurer l'adhésion de l'électorat régimiste, mais aussi pour durcir l'ancrage de l'élite managériale au cœur des institutions. Ce positionnement fut un succès qui s'est encore confirmé cette année et la seconde victoire de Macron au présidentiel en 2022 a démontré à quel point il est compliqué de contrecarrer cette stratégie malgré le bilan catastrophique de l'intéressé et malgré la détestation unanime dont il semble faire l'objet. Mais justement, pourquoi cette stratégie a-t-elle si bien marché et si bien convaincu les masses c'est-à-dire ce choix que Macron était le choix du centre, de l'équilibre, de la modération ?
Bon, alors certes, il y a tout d'abord le fait que tout candidat du régime bénéficie évidemment du soutien explicite ou implicite du régime, forcément, en particulier via les médias de masse. Puis il y a ensuite d'autres paramètres, tels que l'indigence totale de l'opposition, en particulier à droite, ou encore la segmentation infernale de l'électorat français, ainsi que l'abstentionnisme de plus en plus massif au sein de populations tout à fait légitimement dégoûtées de la classe politique dans son ensemble. En réalité, l'une des raisons essentielles du succès de la stratégie centriste de Macron a été sa capacité à se placer au point de convergence des idéologies dominantes de la postmodernité, avec un savant mélange de patriotisme laïco-républicain, de progressisme sociétal, de pseudo-libéralisme économique, distillé par un personnage jeune, séduisant, donnant l'apparence du sérieux, de la compétence et même parfois de la compassion, ce qui est quand même un comble. Alors Macron s'est placé ainsi donc au centre du paradigme idéologique dominant, en se gardant de se positionner à gauche ou à droite de façon radicale, mais tout en revendiquant le pire des deux lignées héritières de la Révolution, donc la gauche sociétale ou la gauche radicale et la droite libérale. En bref, Macron a réussi à faire de l'arc républicain bipartisan, donc l'ancien UMPS, il a réussi à en faire un parti unique. D'où la tendance de son gouvernement à adopter des méthodes illibérales, voire autoritaires, sans grande résistance de la part d'une opposition réduite et divisée. Néanmoins, cette stratégie est loin d'être infaillible, car en adoptant ce positionnement centriste dans le contexte de ce paradigme idéologique dominant actuellement, eh bien Macron est rapidement apparu comme représentatif, non pas de la modération et de l'équilibre, mais bien plutôt de ce qu'on appelle donc l'extrême centre. Et ces partisans fanatiques, que l'on croise encore parfois sur les réseaux sociaux, se signalent généralement en se décrivant comme étant contre tous les extrêmes, sans se rendre compte que cette position peut elle aussi être qualifiée d'extrême, lorsqu'elle conduit, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, au déni des réalités sociales et politiques. Nous constatons donc que le centre, ou le centrisme, n'est pas tant une position idéologique, mais plutôt un instrument politique consistant à se positionner en tant que voie de la modération, de l'équilibre et du juste milieu, et donc en tant qu'alternative aux propositions extrêmes, qu'elles viennent de la gauche ou de la droite. L'avantage et la pertinence de ce positionnement est évident, mais son défaut, son désavantage, c'est qu'il peut être aisément utilisé par opportunisme par une classe politique ennemie des intérêts nationaux, de la justice sociale et du bien commun. Toutefois, lorsqu'il est utilisé par une classe politique dont les principes spirituels, philosophiques et moraux se confondent avec l'intérêt national, avec la justice sociale et le bien commun, eh bien, le positionnement centriste est indubitablement la bonne approche, dans la mesure où ce positionnement permet, dans un premier temps, de rassurer le public ciblé, contrairement au positionnement volontairement extrême, consistant par exemple à se définir comme étant un dissident. On peut être dissident de fait, de facto, lorsqu'on s'oppose à un ordre établi, mais cette définition ne doit pas être volontairement et sérieusement revendiquée comme s'il s'agissait d'une idéologie ou d'une doctrine politique à part entière, dès lors que l'on se place dans une optique de conquête du pouvoir. Ni les élites ni le peuple ne suivent les dissidents, mais elles suivent les conquérants ou à la rigueur les révolutionnaires. Néanmoins, il est évident que s'autoproclamer centriste est loin d'être suffisant en ce qui nous concerne, car jusqu'à nouvel ordre, eh bien, nous ne sommes pas entièrement maîtres de la façon dont nos positions politiques sont définies et présentées auprès de la majorité de la population. Ceux qui ont ce pouvoir de définition ou de requalification, eh bien, pour le moment, ce sont les agents du régime, qu'ils émanent directement du pouvoir politique ou qu'ils émanent donc des canaux d'information du régime. Et ceci se vérifie par un grand nombre d'exemples, par le principe déjà du glissement continu des normes conventionnelles, donc au sein de notre société relativiste. Par exemple, ce qui était considéré comme éthiquement inacceptable par une majorité de la population il y a encore 20 ou 30 ans, par exemple le mariage gay, eh bien aujourd'hui c'est considéré par cette même majorité de la population, c'est considéré comme éthiquement acceptable et même défendable. C'est même présenté comme étant l'un des principes de notre civilisation occidentale. Et même des gens d'extrême droite, des identitaires, affirment la même chose. De la même façon, des comportements jugés comme anormaux et considérés hier encore, donc il y a 20 ou 30 ans, considérés par la science psychologique comme étant représentatifs d'un désordre mental, par exemple le transsexualisme, eh bien aujourd'hui, ce sont des comportements qui sont considérés comme normaux et donc acceptables. De la même façon, des personnages aussi divers que Enoch Powell, Salazar, Jean-Marie Le Pen, Viktor Orban ou Jair Bolsonaro étaient ou sont tous objectivement à classer au centre.
Objectivement, ce sont des centristes ou des gens issus du centre droit, en ce qui concerne leur idéologie politique. Néanmoins, le consensus normatif actuel les catégorisent tous à l'extrême droite, tout simplement parce que, par leur discours ou par leur action politique, ils se sont opposés à un ou plusieurs des paradigmes normatifs de l'ordre politique actuel. Alors en ce qui concerne notamment ces individus dont je viens de parler aujourd'hui, eh bien ça peut être le fait qu'ils se soient opposés, par exemple, à l'immigrationnisme, au multiculturalisme, au libéralisme philosophique, à l'avortement, la liberté sexuelle, etc., etc. Donc ils sont considérés comme étant d'extrême droite, juste parce qu'ils s'opposent à ces choses-là, alors que, objectivement, politiquement, ce sont des gens qui sont au centre ou au centre droit. Donc en conclusion, Academic Agent a raison de dire qu'il faut se positionner au centre, c'est-à-dire se positionner comme la voie de la raison, de la modération, du juste milieu, contre les folies de la gauche radicale et contre les délires de la droite dissidente. En effet, une partie considérable de la population, bien que très sensible aux questions sociales, est instinctivement révulsée ou du moins lassée par l'influence manifestement néfaste de l'extrême gauche. D'un autre côté, cette même population adhère au constat indéniable de la droite dissidente, notamment en ce qui concerne par exemple l'immigration incontrôlée et ses effets, mais cette même population est également refroidie, voire dégoûtée, par les profils dégénérés, caricaturaux ou monomaniaques qui émergent souvent de ces milieux. Mais nous ne parlons ici que du public plus ou moins régimiste, ou plus ou moins abstentionniste, c'est-à-dire ce public qu'il est encore possible de raisonner et d'attirer, mais qui pour l'instant n'est pas du tout, si vous voulez, ni proche de nous, ni même dans notre camp. Car il est évident que notre public cible est constitué de la masse considérable que nous appelons la nouvelle opinion publique, laquelle est très diverse et dont, si vous voulez, la composition s'étend depuis le souverainiste de gauche jusqu'au libertarien anti-vax, en passant par le militant identitaire. Et le premier défi en ce qui concerne ce public, en ce qui concerne la nouvelle opinion publique, eh bien, c'est de le rassembler autour d'une formule politique à laquelle il est susceptible d'adhérer, malgré les sensibilités contraires, selon les tendances de gauche ou de droite, donc dans ce large spectre qu'est la nouvelle opinion publique. Alors, c'est ce qui explique notamment le positionnement du RN mariniste depuis de nombreuses années, et ce positionnement a objectivement obtenu un certain succès, mais ce succès est selon nous limité par plusieurs facteurs qui tiennent à la tiédeur qui caractérise désormais le discours politique de ce parti, mais surtout au criant problème de représentativité, de charisme et d'image qui afflige Marine Le Pen. D'ailleurs, ce défaut, en matière d'image et de charisme, est également fortement apparu chez Éric Zemmour, qui fit lui aussi l'erreur de s'enfermer dans une offre politique monomaniaque focalisée sur la question migratoire, au détriment des questions sociales. Cependant, il y a un point sur lequel Academic Agent a tort. C'est-à-dire qu'il considère que l'idéologie ou la doctrine politique est négligeable et même néfaste dans le cadre du positionnement centriste. Et c'est selon moi une erreur très grave qui dénote une tendance curieuse chez Academic Agent à manquer de réalisme, tendance qui s'explique selon moi donc par son indécrottable cynisme typiquement britannique. Ce qui est amusant comme caractère évidemment, mais qui est peu pertinent politiquement et moralement. Alors au contraire, l'idéologie ou la doctrine politique fait évidemment partie de l'équation. Il est tout à fait irréaliste de croire que nos ennemis politiques, en l'occurrence le régime en place, n'auraient aucune idéologie, aucune doctrine politique, et ne seraient motivés que par l'attrait du pouvoir et par l'opportunisme. Les supérieurs connus ou inconnus qui se situent dans l'ombre du théâtre politique, entretiennent évidemment une ligne politique et idéologique, d'une façon ou d'une autre. Et certes, évidemment, ils se servent de la vanité ou des ambitions des opportunistes pour réaliser leurs projets, tandis que les segments électoraux, spécialement ceux du centre, de l'extrême centre, eh bien, sont entretenus dans les mythes de cette pseudo-république, mythes tels que la séparation des pouvoirs, l'indépendance des médias oligarchiques subventionnés, l'efficacité du système judiciaire ou encore la sincérité des experts diligentés par le régime, etc., etc. Mais nous observons depuis une vingtaine d'années une brèche de plus en plus large au sein de la population française. Et cette brèche se caractérise par une défiance grandissante à l'endroit des mythes et des narratifs du régime, périodiquement secoués par des scandales de corruption, par des trahisons, voire des hautes trahisons, et par une mauvaise gestion, donc phénomènes qui font apparaître effectivement les grands discours et les recommandations gouvernementales comme autant de paroles hypocrites tenues par des individus méprisables. Mais cette perte de confiance ne trouve malheureusement pas encore de solution politique, de propositions politiques capables de rassembler cette société fracturée par les conséquences des mythes et des idéologies qu'elle continue néanmoins, c'est tout le problème,
de célébrer totalement ou en partie, par principe ou par accident. En vérité, cette solution, cette proposition politique existe et elle ne saurait être autre chose que le parti catholique qui, sous une dénomination ou une autre, eh bien, sera le seul à même, le seul capable de restaurer et de garantir ce que désire tout citoyen honnête, à savoir les principes que nous avons évoqués tout à l'heure, ordre, paix, famille, religion, loi naturelle, patriotisme, décence commune, liberté morale, justice sociale, progrès organique, etc., etc. Ce qui bloque encore le peuple français, tout particulièrement la partie du peuple qui se trouve le plus proche de nous, eh bien, nous l'avons dit, c'est ce mot de religion. Nos contemporains de gauche croient que la religion, c'est un problème en politique, tandis que nos contemporains de droite ne croient pas que la religion soit utile en politique. Évidemment, à droite comme à gauche, on se trompe lourdement à ce sujet, car évidemment, beaucoup de nos contemporains, quasiment la majorité d'entre eux aujourd'hui, ont été conditionnés de génération en génération à adopter ce modèle anthropologique antinaturel issu de la révolution moderne. Au contraire, non seulement la religion n'est pas un problème en politique, mais plus encore, elle est utile et même vitale, absolument vitale pour le politique, pour la société comme pour l'individu. Léon XIII enseigne ainsi dans Rerum Novarum, citation, « Dès que les mœurs chrétiennes sont à l'honneur dans la société, elles exercent naturellement sur la prospérité temporelle leur part de bienfaisante influence. » En clair, la Révolution a eu cet effet particulièrement désastreux dans la population en la persuadant que des principes arbitraires et subjectivement définis suffiraient à obtenir le bonheur matériel et civil des hommes. Mais en négligeant la dimension spirituelle de la vie humaine, ainsi que son influence morale, ainsi que son origine unique, nécessairement unique, puisqu'elle ne vient que de la vraie religion, eh bien, nos contemporains ne parviennent que difficilement à sortir de ce paradigme anthropologique et philosophique. Donc, nous aurons beau nous positionner au centre du spectre politique, ce que nous devrions faire de toutes les manières, eh bien, nous ferions encore face à au moins deux obstacles majeurs que sont notre incapacité relative à maîtriser la définition de notre positionnement politique, celui-ci pouvant facilement être requalifié par le régime. Et deuxièmement, eh bien, l'autre obstacle, c'est notre difficulté à rendre nos propositions politiques audibles et digérables auprès des publics que nous ciblons, en raison de leur adhésion plus ou moins profonde aux faux principes du régime, en particulier aux principes relatifs à l'origine du pouvoir et des lois. Je dirais même que ce défi, c'est le plus grand que nous ayons à relever sur le plan politique. Ce défi ne date évidemment pas d'hier, puisque le pape Léon XIII déplorait, toujours donc dans Diturnum Illud, citation, « On voit depuis le XVe siècle la multitude non seulement revendiquer une part excessive de liberté, mais entreprendre aussi de donner à la société humaine une base et une constitution tout à fait arbitraires. Aujourd'hui, on va plus loin encore. Bon nombre de nos contemporains, marchant sur les traces de ceux qui, au siècle dernier, se sont décernés le titre de philosophe, prétendent que tout pouvoir vient du peuple et que, par conséquent, l'autorité n'appartient pas en propre à ceux qui l'exercent, mais à titre de mandat populaire, et sous cette réserve que la volonté du peuple peut toujours retirer à ses mandataires la puissance qu'elle leur a déléguée. C'est en quoi les catholiques se séparent de ces nouveaux maîtres. Les catholiques vont chercher en Dieu le droit de commander et le font dériver de là comme de sa source naturelle et de son nécessaire principe. Fin de citation. Alors, cette croyance en une origine populaire du pouvoir fut imposée, évidemment, par les forces d'argent et les intérêts de classe qui se cachaient derrière les horreurs de la Révolution. Et elle fut imposée en faisant croire, par ailleurs, donc dans le mythe, vous savez, le mythe de l'âge obscur d'une chrétienté tyrannique et qui aurait été opposée aux droits légitimes des particuliers face au pouvoir politique. Et de nos jours encore, nos contemporains, y compris ceux de la nouvelle opinion publique, s'imaginent qu'un État catholique demain devrait nécessairement être une sorte de résurgence de la monarchie d'Ancien Régime, ou devrait être une sorte de régime clérico-fasciste digne d'une fiction Netflix. Évidemment, il n'en est rien, puisque comme l'enseigne Léon XIII, citation, « S'il s'agit de désigner ceux qui doivent gouverner la chose publique, cette désignation pourra dans certains cas être laissée au choix et aux préférences du grand nombre, sans que la doctrine catholique y fasse le moindre obstacle. Ce choix, en effet, détermine la personne du souverain, mais il ne confère pas les droits de la souveraineté. Ce n'est pas l'autorité que l'on constitue, on décide simplement par qui elle devra être exercée. Il n'est pas question davantage des différents régimes politiques. Rien n'empêche que l'Église n'approuve le gouvernement d'un seul, donc une monarchie, ou celui de plusieurs, c'est-à-dire une république. Pourvu que ce gouvernement soit juste et appliqué au bien commun. Aussi, réserve faite des droits acquis, il n'est point interdit au peuple de se donner telle forme politique qui s'adaptera mieux soit à leur génie propre, soit à leur tradition, soit à leurs coutumes. Fin de citation. Donc nous le voyons,
le véritable défi, c'est pas tellement la forme du régime, la forme politique, c'est surtout de faire comprendre à nos contemporains pourquoi il est nécessaire d'admettre les véritables principes qui fondent la légitimité de l'autorité politique et qui garantissent donc l'ordre, la paix, la justice sociale et aussi la protection, si vous voulez, de la souveraineté de l'État. C'est un gros problème aujourd'hui, la souveraineté de la nation. Et à partir de là, on pourra leur faire admettre, leur faire comprendre que la seule solution, la solution intégrale, c'est évidemment l'État catholique. Alors, pour terminer, pour moi, il existe de nombreuses solutions donc à ces deux défis. Mais je pense aussi qu'il faut appliquer 3 principes méthodologiques pour justement pouvoir relever ces deux défis. Alors je vais les donner avant de conclure. Le premier principe, c'est que nous devons raffiner notre discours pour le rendre intelligible auprès des publics cibles de la nouvelle opinion publique. Le rendre intelligible, compréhensible, communicable. Et ceci implique évidemment de ne faire aucun compromis sur la foi et les mœurs chrétiennes. Mais ça doit se faire par des démonstrations propres à être observées et comprises par les intéressés. Je vous donne juste un exemple tout récent. Une bonne application de ce principe, c'est mettre en parallèle, par exemple, la transition démographique avec les centaines de milliers d'avortements annuels. Eh bien, c'est une stratégie de plus en plus audible auprès du public cible, comme nous l'avons constaté dernièrement, vous vous en souvenez, et ça permet donc de faire comprendre à ce public que les grandes vérités morales, par exemple l'abomination que représente l'avortement, ça nous permet de leur faire comprendre que ces grandes vérités morales, ce ne sont pas des abstractions subjectives comme ça, mais ce sont des faits, des vérités morales qui se vérifient très concrètement dans l'ordre temporel. Donc ce sont des genres d'exemples extrêmement frappants. Alors deuxième principe, nous devons nous efforcer de devenir des référentiels culturels, intellectuels, économiques et anthropologiques influents et attractifs. Je dis bien influent, c'est évident si on veut devenir un référentiel, et attractif. Donc on doit travailler sur notre image. En somme, par nos productions littéraires, artistiques, mais aussi par nos réalisations économiques et la promotion de nos valeurs au moyen d'outils visuels et esthétiques, notre mission c'est quoi? Nous devons influencer positivement la société, en particulier la jeunesse, afin qu'ils adoptent durablement nos habitus, nos mœurs, notre foi, et qu'ils les considèrent comme leur référentiel culturel, qu'ils se l'approprient. Et pour cela, évidemment, ils doivent bien en comprendre la pertinence, la vérité et l'efficacité, ce qui nous ramène justement à l'importance du point numéro 1. Donc raffiner notre discours, le rendre intelligible, faire des démonstrations pour faire comprendre aux gens justement, si vous voulez, l'efficacité concrète des grands principes moraux du christianisme. Voilà, il faut que les gens comprennent bien ça, et ensuite, effectivement, on peut embrayer donc, sur ce deuxième principe, devenir des référentiels anthropologiques, en fait, culturels, intellectuels, économiques, spirituels, évidemment, ça va avec. Voilà, nous devons donner envie aux gens de nous rejoindre, d'adopter nos mœurs, de revenir à nos mœurs. Je dis nos mœurs ici, notre foi, je parle ici de la foi catholique, évidemment. Et je rappelle aussi que, là encore, je n'invente rien dans tout ça. C'est pas juste moi qui invente ça parce que j'ai eu cette idée-là hier, non. Je m'inspire de l'enseignement, notamment de Pie XII, en l'occurrence, pour le deuxième point notamment. Alors, troisième principe, nous devons être en capacité de diffuser notre modèle de façon autonome. Ceci, en grande partie, afin de contrecarrer les tentatives inévitables de requalification, évidemment négative, dépréciative, de la part du régime actuel. C'est en grande partie d'ailleurs pour ça que nous avons lancé le Fonds Saint-Matthieu, en espérant que ce modèle soit imité et même amélioré par d'autres dans les prochaines années. Donc cet effort vers plus d'autonomie dans nos moyens ne s'inscrit évidemment pas, vous l'avez compris, ça ne s'inscrit pas du tout dans une perspective libertarienne, anarchiste ou sécessionniste, tentations qui sont très présentes à l'esprit de beaucoup de nos concitoyens désespérés notamment par la tournure de notre société, et c'est tout à fait compréhensible. Mais ce n'est pas du tout notre optique, et ce n'est pas du tout une approche réaliste des choses. Donc non, notre effort à nous, il s'inscrit dans un mouvement chrétien, social, positif, qui bénéficie et qui bénéficiera surtout aussi bien à l'Église qu'au reste de la société, tout ceci dans une optique assumée d'être en capacité de reprendre en main le gouvernement de ce pays lorsque Dieu le permettra dans son infinie sagesse. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté cette émission. Je remercie particulièrement tous nos généreux amis et donateurs sur Utip, Odon, Lady Commandments,
Robin, Musagette, Gaël, Monsieur Quentin Leduc, Deum Nostrum, GS, Yanis, Anaïs et tous les autres. Je ne peux pas tous les citer malheureusement, il y en a quand même beaucoup. Je remercie également tous les membres pionniers du Fonds Saint-Mathieu. Nous sommes déjà bientôt à 6 000 € de capitaux accumulés dans le cadre de notre première levée de fonds, et tout ceci en à peine un mois. Et donc nous sommes pour l'instant sur une dynamique extrêmement positive et très réjouissante pour la suite. Chers amis, que Dieu vous garde, passez un excellent dimanche et à très bientôt sur le Fil des Postes. Non.